que l'Élysée, à ce moment-là seulement, a pris peur que la France soit condamnée pour complicité de génocide. Mais on a fait quelque chose de terrible. C'est qu'on a créé une zone humanitaire sûre, qui n'a été sûre que pour les génocidaires, et qui a permis aux génocidaires de repartir se réfugier tranquillement au Zaïre. Ça a été la deuxième période de notre opération. Et la troisième, inacceptable, c'est que nous avons livré des armes aux génocidaires dans des camps de réfugiés au Zaïre, alors que nous étions sous embargo de l'ONU. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je voudrais aujourd'hui m'adresser aux fonctionnaires. Et tout d'abord aux fonctionnaires de l'État. Mesdames et messieurs les fonctionnaires de l'État, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Bientôt, vous n'allez plus être payés. Vous allez me demander pourquoi. Sans doute savez-vous que l'État est en très mauvaise situation financière, en faillite, comme le disait l'ancien Premier ministre M. Fillon il y a déjà 7 ans. Et les choses ne se sont pas arrangées depuis. Eh bien, je vais vous l'expliquer dans un instant, après avoir associé à votre peine d'autres catégories de fonctionnaires. Je veux parler des fonctionnaires des collectivités territoriales, c'est-à-dire les communes, les départements et les régions. Mesdames et messieurs les fonctionnaires des collectivités territoriales, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Bientôt, vous n'allez plus être payés. Vous allez me demander pourquoi, je vais vous le dire dans un instant. Mais je voudrais associer à votre peine d'autres fonctionnaires, des fonctionnaires hospitaliers. Mesdames et messieurs les fonctionnaires hospitaliers, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Demain, vous n'allez plus être payés. Vous allez me demander pourquoi? Eh bien, je vais vous le dire. Mais auparavant, j'aimerais associer à votre peine les retraités. Mesdames et messieurs les retraités, vous êtes 15 millions en France. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Demain, vous ne toucherez plus de retraite. Vous allez me demander pourquoi? Ben, je vais vous le dire. Mais pourquoi êtes-vous associé aux fonctionnaires nationaux, aux fonctionnaires d'État, aux fonctionnaires territoriaux, aux fonctionnaires hospitaliers? Eh bien, pour une raison très simple. C'est que les uns et les autres vivaient d'argent public. Pas dans les mêmes conditions, certes, puisque les uns sont actifs, les autres sont devenus inactifs, mais l'argent que vous touchez chaque mois est un argent qui provient d'une source unique, les entreprises. Il n'y a pas d'autre argent. Si, il y a quand même de l'argent qui arrive d'une autre source, ce sont les prêteurs internationaux, c'est-à-dire les caisses de retraite par capitalisation d'autres pays, les fonds de placement, toute autre sorte de collectivités financières, de structures financières, qui prêtent actuellement à la France, chaque année, 200 milliards d'euros. 200 milliards d'euros qui viennent s'ajouter à une dette qui frôle maintenant les 2000 milliards d'euros, c'est-à-dire pratiquement 100% du PIB. Le chiffre exact est 93,6 aujourd'hui, mais étant donné que ça augmente tous les jours, nous serons, avant qu'il ne soit même capable, qu'on ne soit même capable de le voir, nous serons à 2000 milliards, tout simplement parce que c'est inexorable dans la situation actuelle. Les destins de l'Europe et de l'Afrique sont liés, vous êtes bien d'accord? Je pense que le destin de l'Europe et celui de la Russie sont liés, que nous devons travailler main dans la main. À bien des égards, le socialisme démocratique ou l'État-providence était formidable quand l'Europe détenait la plus grande part de la richesse mondiale, quand son industrie était tellement en avance sur tout le monde qu'elle n'avait rien à craindre de puissances émergentes, notamment asiatiques. Mais du fait de cette nouvelle concurrence, votre industrie, votre économie, vos travailleurs vont devoir s'adapter. En fait, le rêve des Chinois et des Indiens est largement de consommer comme nous. Notre cauchemar, c'est de devoir travailler comme eux. Notre cauchemar, comme occidentaux, c'est de nous retrouver de plus en plus minoritaires sur la planète. La première compétition est démographique. Et ce n'est que depuis 200 ans que l'Europe a décollé, suivie de l'Amérique du Nord. Mais les 200 dernières années de l'histoire mondiale ont été ce qui s'appelle une aberration historique. Et toutes les aberrations historiques
ont une fin naturelle. En 2001, vous voyez, voilà 2 couvertures du magazine The Economist. Vous connaissez The Economist. C'est un magazine anglais qui est très influent. En 2001, ils ont mis la couverture de Hopeless Continent, c'est-à-dire l'Afrique est le continent sans espoir. Moi, j'avais écrit au magazine pour leur dire, vous vous trompez. Je leur ai écrit une lettre, vous vous trompez. Je dis, vous n'avez fait une mauvaise analyse. Et en fait, leur article partait de ce qui se passait, les guerres en Sierra Leone et au Libéria. Et à partir de ça, ils avaient généralisé en disant, oh, l'Afrique, il n'y a aucun espoir, il n'y a rien du tout, l'Afrique, c'est fini, c'est perdu, c'est rien du tout, etc. J'ai écrit un article, j'ai écrit une lettre que j'ai envoyée à The Economist en essayant d'argumenter pour dire, non, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne connaissez pas le potentiel de l'Afrique. Ils ne m'ont pas répondu. À peu près au même moment, j'étais à Washington et il y avait ce qu'on appelait le National Summit on Africa, organisé par Obama, avec Madeleine Albright. Et ce qu'on disait dans ces moments-là, on parlait de l'Afrique, on disait « a benign neglect ». C'est-à-dire qu'on peut négliger l'Afrique et s'en passer. J'ai dit, mais vous rêvez. C'est les Américains, on dit oh, benign neglect. On peut négliger l'Afrique parce que l'Afrique ne compte pas, l'Afrique ne compte pas. Bon, j'ai dit, vous vous trompez. Rien ne peut se faire sans l'Afrique ici. Qui sont ceux qui ont compris que l'Afrique c'était l'avenir à ce moment? La Chine. Et rappelez-vous, si vous voyez, c'est exactement à ce moment que la Chine commence à venir en Afrique. Parce que les Chinois, c'est des stratèges. Les Chinois, c'est dans les années 2000 que les Chinois commencent à arriver en Afrique. Au moment où les Européens, les Occidentaux disent non, l'Afrique, c'est rien du tout, c'est rien du tout. Les Chinois se sont installés parce que les Chinois, j'étais récemment, je suis revenu il y a je crois quelques semaines d'Éthiopie, et dans l'avion, j'ai rencontré un Américain qui m'a fait cette révélation, qui m'a fait rire. Il me dit, les gens disent que, c'est un Américain qui parle, hein? Les gens me disent que le 21e siècle sera chinois. Mais les Chinois disent que le 21e siècle sera africain. Mais c'est vous les Africains qui ne savez pas. Il est important de comprendre que la Banque mondiale est en réalité une banque américaine supportant les intérêts américains, car les États-Unis détiennent un veto sur les décisions, étant donné qu'elles représentent le plus gros fournisseur de capital. Et d'où vient cet argent? Vous l'avez deviné. Il est créé de toutes pièces par le système bancaire de réserve fractionnaire. Des 100 meilleures économies mondiales basées sur le produit intérieur brut annuel, 51 sont des corporations et 47 d'entre elles sont basées aux États-Unis. Walmart, General Motors et Exxon sont plus puissantes économiquement que l'Arabie Saoudite, la Pologne, la Norvège, l'Afrique du Sud, la Finlande, l'Indonésie et beaucoup d'autres. Et comme les barrières économiques sont abattues, les monnaies sont lancées et manipulées dans des marchés instables, l'économie d'État se retourne en faveur des compétitions dans le capitalisme mondial. L'empire s'agrandit. Nous, assassins économiques, sommes les réels responsables dans la création du premier véritable empire global, et nous travaillons de nombreuses façons différentes. Mais peut-être que la façon la plus commune est que nous identifions un pays détenant des ressources, comme le pétrole, alors nous arrangeons un énorme prêt pour ce pays auprès de la Banque mondiale ou l'une de ses organisations sœurs. Mais l'argent ne va jamais réellement au pays. À la place, il est utilisé par nos grosses corporations pour construire des projets d'infrastructure dans ce pays. Centrales énergétiques, parcs industriels, ports, des choses qui profitent à quelques personnes riches de ce pays en plus de nos grosses corporations. Mais certainement pas à la majorité des gens du tout. Dans tous les cas, les gens, dans l'ensemble du pays, conservent une dette énorme. C'est tellement une grosse dette qu'ils ne peuvent payer. Et cela fait partie du plan
Donc, à un moment, nous, assassins économiques, revenons auprès d'eux et disons, écoutez, vous nous devez énormément d'argent, vous ne pouvez pas payer votre dette, alors vendez-nous votre pétrole à bon marché pour nos compagnies pétrolières. Permettez-nous de construire une base militaire dans votre pays, ou envoyer des troupes pour supporter les nôtres à un endroit du monde comme l'Irak, ou votez avec nous dans le prochain vote aux Nations Unies pour que leurs compagnies d'électricité deviennent privatisées, ou leur eau et système de canalisation soient privatisés et vendus aux sociétés états-uniennes ou autres sociétés multinationales. Donc, il y a une multitude de choses et manières typiques dont le FMI et la Banque mondiale travaillent. Ils mettent un pays en dette et cette dette est si grosse qu'elle ne peut être remboursée. Après quoi, elle offre de financer à nouveau cette dette et se faire payer plus d'intérêts. Et vous demandez ce quiproquo que vous appelez conditionnalité, terme du FMI désignant certaines exigences ou bonne administration, ce qui signifie qu'ils doivent vendre leurs ressources, incluant plusieurs de leurs services sociaux, leurs sociétés de maintenance, leur système scolaire, parfois leur système pénal, leur système d'assurance à des sociétés étrangères. Donc c'est un double, triple, quadruple renvers dévastateur. Le besoin d'un tueur à gages économique est né au début des années 50, alors que Mossadegh venait d'être élu démocratiquement en Iran. Il était considéré comme l'espoir pour la démocratie dans le Moyen-Orient et considéré comme l'homme de l'année selon le Time Magazine. Une chose qu'il a apportée et fini par appliquer était que les compagnies pétrolières étrangères devaient payer le peuple iranien bien plus pour leur pétrole qu'elles ne le faisaient et que les Iraniens devaient profiter de leur propre pétrole. Politique étrange. Nous n'avons pas aimé cela, bien sûr. Mais nous étions anxieux de faire ce que nous faisons normalement, qui est d'envoyer les militaires. À la place, nous avons envoyé un agent de la CIA, Kermit Roosevelt, un parent de Teddy Roosevelt. Et Kermit y alla avec quelques millions de dollars, et cela fut très, très efficace. Et dans un court laps de temps, il réussit à faire renverser Mossadegh et fit entrer le Shah d'Iran pour le remplacer, ce qui a toujours été favorable au pétrole. Et c'était véritablement efficace. Bombs overflow Tehran. Army officers shout that Mossadegh has surrendered and his regime as virtual dictator of Iran is ended. Pictures of the Shah are paraded through the streets as sentiment reverses. The Shah is welcomed home. De retour aux États-Unis, à Washington, les gens ont observé et dit « Wow, c'était facile et bon marché ». Donc, ceci a établi une nouvelle manière de manipuler des pays et de créer un empire. Le seul problème avec Roosevelt est qu'il était un agent officiel de la CIA. Et s'il s'était fait prendre, les conséquences auraient été dramatiques. Donc, très rapidement, à ce moment-là, décision fut prise d'utiliser des consultants privés pour passer l'argent depuis la Banque mondiale ou le FMI ou l'une des autres agences équivalentes ou de faire appel à des gens comme moi qui travaillons pour des sociétés privées afin que si nous étions pris, il n'y ait pas de conséquences gouvernementales. Lorsqu'Arbenz est devenu président du Guatemala, le pays était sous l'attelage de la société United Fruit, la grande corporation internationale. Et Arbenz a utilisé cette annonce qui disait « Nous voulons redonner la terre au peuple ». Et une fois au pouvoir, il mit en place une politique qui aurait réalisé exactement cela, redonner au peuple les droits sur la terre. United Fruit n'ont pas vraiment apprécié. Alors ils embauchèrent une entreprise de relations publiques pour convaincre le peuple des États-Unis, les citoyens des États-Unis, la presse des États-Unis et le Congrès des États-Unis qu'Arbenz était un pantin soviétique et que si nous lui permettions de rester au pouvoir, les Soviétiques auraient un pied dans cet hémisphère. Et à cette période, il y avait une énorme peur de la terreur rouge, la terreur communiste. Donc, pour faire une histoire courte, de cette campagne de relations publiques émergea un engagement de la part de la CIA et des militaires pour destituer cet homme. Et en fait, nous l'avons fait. Nous avons envoyé des avions, des soldats, des chacals. Nous avons envoyé tout le nécessaire pour le faire sortir. Et nous l'avons sorti. Et aussitôt qu'il fut relevé de ses fonctions, le nouveau qui le remplaça rétablit tout pour les grosses corporations internationales, United Fruit incluse. L'Équateur a très longtemps été gouverné par des dictateurs pro-états-uniens, souvent relativement brutaux. Alors, il a été décidé qu'il aurait une véritable élection démocratique. Yameroldos concourut, et son objectif principal, disait-il, en tant que président, était de faire en sorte que les ressources de l'Équateur soient utilisées pour aider le peuple. Il gagna, de très loin, avec plus de voix que n'importe qui n'ait jamais eu en Équateur.
Et il commença à appliquer ses politiques pour s'assurer que les profits du pétrole soient là pour aider le peuple. Eh bien, nous ne l'avons pas apprécié aux États-Unis. J'ai été envoyé comme l'un des assassins économiques pour changer Roldos, pour le corrompre, pour le rapprocher, pour lui faire savoir, vous savez, tu peux devenir très riche si toi et ta famille jouez selon nos règles. Mais si vous continuez à appliquer cette politique que vous avez promis, vous allez partir. Il n'a rien voulu savoir. Il a été assassiné. Aussitôt que l'avion s'écrasa, toute la zone a été bouclée. Les seules personnes autorisées étaient les militaires américains d'une base proche et quelques militaires équatoriens. Quand une investigation fut lancée, 2 témoins clés moururent dans un accident de voiture avant d'avoir une chance de témoigner. Un tas de choses très étranges se sont passées autour de l'assassinat de Yamé Roldos. Je n'avais, comme la plupart des gens qui ont observé le cas, absolument aucun doute qu'il s'agissait d'un assassinat. Et bien sûr, dans ma position d'assassin économique, je m'attendais toujours à ce que quelque chose arrive à Yamé. Que ce soit un coup d'État ou un assassinat, je n'étais pas sûr, car il ne se laissait pas corrompre, et il ne se serait jamais permis d'être corrompu de la manière que nous le voulions. Omar Torrijos, le président du Panama, était l'une de mes personnes favorites. Je l'appréciais énormément. Il était très charismatique, c'était un type qui voulait vraiment aider son pays. Et quand j'ai essayé de l'acheter ou de le corrompre, il dit « Écoute, John », il m'appelait Juanito. Il dit « Écoute, Juanito, je n'ai pas besoin d'argent. Ce que j'ai réellement besoin, c'est que mon pays soit traité décemment. J'ai besoin que les États-Unis paient la dette qu'ils doivent à mon peuple pour tous les dégâts que vous avez causés ici. J'ai besoin d'être dans une position où je puisse aider les autres pays latino-américains à gagner leur indépendance et d'être libérés de cette terrible présence venant du Nord. Vous nous exploitez terriblement. J'ai besoin que le canal du Panama revienne dans les mains du peuple panaméen. C'est tout ce que je veux. Donc, laissez-moi tranquille. N'essaie pas de m'acheter. On était en 1981 et en mai, Yamé Roldos se faisait assassiner. Et Omar était parfaitement au courant de cela. Torrijos rassembla sa famille et dit « Je suis probablement le prochain. Mais ça ne fait rien, car j'ai réalisé ce pourquoi je suis venu ici. J'ai renégocié le canal. Le canal sera désormais entre nos mains. Nous avons fini de négocier le traité avec Jimmy Carter. » En juin de la même année, 2 mois plus tard, il s'écrasa aussi dans un accident d'avion, qui, il n'y a aucun doute, fut exécuté par les chacals commandités par la CIA. Une énorme quantité de preuves, dont celle d'un agent de sécurité de Torrijos, lui donna au dernier moment, alors qu'il montait dans l'avion, un magnétophone. Un petit magnétophone qui contenait une bombe. C'est intéressant pour moi à quel point ce système a continué presque de la même manière pendant des années et des années, hormis que les assassins économiques soient devenus de plus en plus au point. Puis, nous avons fait face à très récemment ce qui s'est passé au Venezuela. En 1998, Hugo Chavez se fait élire président, succédant à une longue lignée de présidents qui ont été très corrompus et qui ont littéralement détruit l'économie du pays. Et Chavez fut élu au milieu de tout cela. Chavez se dressa face aux États-Unis et il le fit principalement en demandant que le pétrole vénézuélien soit utilisé pour aider le peuple vénézuélien. Eh bien, nous n'avons pas aimé cela aux États-Unis. Alors, en 2002, un coup d'État fut arrangé. Il n'y a pas de doute pour moi ni pour la plupart des gens que la CIA était derrière ce coup. La manière dont ce coup a été fomenté était très caractéristique de ce que Kermit Roosevelt a fait en Iran. De payer des gens pour sortir dans la rue, pour troubler, pour protester, pour dire que Chavez était très impopulaire. Vous savez, si vous faites appel à quelques milliers de personnes pour faire cela, la télévision peut donner l'impression qu'il s'agit de tout le pays, et les choses commencent à bourgeonner. Excepté que dans le cas de Chavez, il a été assez intelligent et le peuple était si fortement pour lui qu'ils l'ont surmonté. Ce qui fut un moment phénoménal dans l'histoire de l'Amérique latine. L'Irak, effectivement, est l'exemple parfait de la façon dont le système entier fonctionne. Donc, nous, assassins économiques, sommes la première ligne de défense. Nous entrons, nous essayons de corrompre les gouvernements et de les faire accepter des prêts énormes qui sont alors utilisés comme moyen de les posséder littéralement.
Si nous échouons, comme j'ai échoué au Panama avec Omar Torrijos et en Équateur avec Yamé Roldos, des gens qui ont refusé d'être corrompus, alors la seconde ligne de défense est d'envoyer les chacals. Et soit les chacals renversent le gouvernement, soit ils l'assassinent. Et une fois que c'est arrivé et qu'un nouveau gouvernement est mis en place, il sera au garde à vous, car le nouveau président sait ce qu'il arrivera s'il s'en écarte. Dans le cas de l'Irak, ces deux moyens ont échoué. Les assassins économiques n'ont pas été capables de percer Saddam Hussein. Nous avons essayé avec acharnement. Nous avons essayé de lui faire accepter des marchés très similaires à ce que la famille princière saoudienne a accepté en Arabie Saoudite. Mais il n'accepta pas. Et donc, les chacals ont débarqué pour l'arracher. Ils n'ont pas réussi. Sa sécurité était très bonne. Après tout, il a, à un moment, travaillé pour la CIA. Il avait été embauché pour assassiner un ancien président d'Irak et a échoué. Mais il connaissait les systèmes. Donc, en 91, nous avons envoyé les troupes et nous avons détruit la défense irakienne. Puis, nous avons présumé à ce moment que Saddam Hussein se dévoilerait. Nous aurions pu bien sûr le soutirer à ce moment, mais nous ne le voulions pas. Il est le genre d'homme fort que nous aimons. Il contrôle son peuple. Nous pensions qu'il contrôlerait les Kurdes et qu'il garderait les Iraniens dans leurs frontières et continuerait à extraire du pétrole pour nous et qu'une fois après avoir détruit son armée, qu'il se dévoilerait. Donc, les assassins économiques y retournèrent dans les années 90, sans succès. S'ils avaient réussi, il serait encore au pouvoir du pays. Nous lui aurions vendu tous les avions de combat qu'il voulait, et tout ce qu'il voulait, mais ils n'y arrivèrent pas. Ils échouèrent. Les chacals n'arrivèrent pas à le récupérer à nouveau. Alors nous y avons envoyé l'armée. Encore une fois, et cette fois, nous avons fait la totale. Et l'avons retiré. Et par la même occasion, avons créé pour nous-mêmes quelques affaires de construction très lucratives pour reconstruire le pays que nous avions réellement détruit. Ce qui est une véritable affaire pour qui détiennent des sociétés en bâtiment. De grosses. Donc, l'Irak montre les trois étapes. Les assassins économiques y ont échoué, les chacals y ont échoué, et donc, mesure finale, l'armée s'y est rendue. Et c'est de cette manière que nous avons réellement construit un empire. Mais nous l'avons fait subtilement. C'est clandestin. Tous les empires du passé ont été érigés par l'armée et tout le monde savait qu'ils étaient en train de le construire. Les Anglais savaient qu'ils étaient en train de les construire. Les Français, les Allemands, les Grecs, et ils en étaient fiers. Ils avaient toujours quelques excuses telles que propager la civilisation, propager une religion, quelque chose comme cela. Mais ils savaient qu'ils étaient en train de le faire. Pas nous. La majorité de la population aux États-Unis n'a aucune idée que nous vivons pour le bénéfice de l'empire clandestin. Qu'aujourd'hui, il y a plus d'esclavage dans le monde que jamais auparavant. Donc vous devez vous poser la question, eh bien si c'est un empire, alors qui est l'empereur? Manifestement, nos présidents des États-Unis ne sont pas des empereurs. Un empereur est quelqu'un qui n'est pas élu, ne remplit pas de mandat et ne rend de compte à personne essentiellement. Donc, vous ne pouvez pas étiqueter nos présidents de cette façon. Mais nous avons ce que je considère être l'équivalent d'un empereur. Et c'est ce que j'appelle la corporatocratie. La corporatocratie est ce groupe d'individus qui administrent nos plus grosses corporations. Et ils agissent réellement comme les empereurs de cet empire. Ils contrôlent nos médias, soit par la possession directe ou par la publicité. Ils contrôlent la plupart de nos politiciens car ils financent leurs campagnes, soit au travers de corporations ou des contributions personnelles qui émergent des corporations. Ils ne sont pas élus, ils ne remplissent pas un mandat, ils ne rendent de compte à personne. Et au sommet de cette corporatocratie, vous ne pouvez distinguer si la personne travaille pour une société privée ou le gouvernement, car ils font toujours un mouvement de va-et-vient. Donc, vous avez un type qui est un moment le président d'une grosse société en bâtiment, comme Halliburton, et le moment suivant, il est le vice-président des États-Unis, ou le président qui était dans les affaires du pétrole. Et c'est vrai, que vous ayez des démocrates ou des républicains dans l'administration, vous avez ce mouvement de va-et-vient, et dans un sens, notre gouvernement est invisible la plupart du temps, et ses stratégies sont exécutées par nos corporations à un niveau ou à un autre. Et encore une fois, les stratégies du gouvernement sont essentiellement forgées par la corporatocratie et sont alors présentées au gouvernement et deviennent des plans gouvernementaux. Il y a une incroyable relation d'intimité. Ce n'est pas une théorie du complot. Ces gens n'ont pas à se regrouper et comploter pour faire des choses. Ils travaillent tous essentiellement avec un principe fondamental, qui est de maximiser les profits sans se soucier du coût social et environnemental. Cette opération de manipulation par la corporatocratie au travers des dettes, corruption et renversement politique est appelée mondialisation.
Tout comme la Réserve fédérale garde le public américain dans une position de servitude au travers de dettes, de l'inflation et des intérêts, la Banque mondiale et le FMI exécutent ce rôle à l'échelle mondiale. L'arnaque de base est simple. Mettez un pays en dette, vous divisez le peuple en querelle ou en corrompant le chef de ce pays, qui impose des conditionnalités ou une politique d'ajustement structurel, souvent constituée de ceci. La dévaluation monétaire. Lorsque la valeur d'une monnaie chute, il en est de même pour tout ce qui est évalué par elle, ce qui rend les ressources locales disponibles pour les pays prédateurs à une fraction de leur valeur. De larges coupes dans les programmes sociaux, incluant en général l'éducation et la santé, compromettant le bien-être et l'intégrité d'une société, laissant le public vulnérable à l'exploitation. Privatisation des entreprises publiques signifie que les systèmes socialement importants peuvent être achetés et contrôlés par des corporations étrangères pour le profit. Par exemple, en 1999, la Banque mondiale insista pour que le gouvernement bolivien vende le système public d'approvisionnement d'eau de sa troisième ville la plus grande à une subdivision de la société états-unienne Bechtel. Aussitôt que ça se produisit, la facture d'eau des résidents locaux, déjà appauvris, grimpa en flèche. Il a fallu attendre une véritable révolte du peuple pour que le contrat de Bechtel soit annulé. Ensuite, il y a la libération des échanges, ou l'ouverture de l'économie en retirant toutes les restrictions sur les échanges extérieurs, ce qui permet un certain nombre de réalisations économiques abusives, telles que l'importation massive de produits par les sociétés transnationales, disloquant la production indigène et ruinant l'économie locale. Un exemple est la Jamaïque, qui, après avoir accepté des prêts et des conditionnalités de la Banque mondiale, a perdu son plus grand marché de récolte en raison d'une compétition avec les importations de l'Ouest. Aujourd'hui, d'innombrables agriculteurs sont sans travail car ils sont incapables de rivaliser contre les grosses sociétés. Une autre variation est la création de nombreux apparemment inaperçus, non régulés, inhumaines fabriques de vêtements qui profitent d'une privation économique imposée. De plus, en raison d'une production non régulée, la destruction environnementale est perpétuelle, étant donné que les ressources d'un pays sont souvent exploitées dans l'indifférence des corporations, tout en générant délibérément de larges quantités de polluants. La plus grande poursuite judiciaire environnementale dans l'histoire du monde aujourd'hui est menée par 30 000 Équatoriens et Amazoniens contre Texaco, qui est maintenant détenu par Chevron. Donc c'est contre Chevron, mais pour des activités menées par Texaco. Ils ont estimé que Exxon Valdez a déversé 18 fois plus sur la côte de l'Alaska. Dans le cas de l'Équateur, ce n'était pas un accident. La compagnie pétrolière l'a fait intentionnellement. Ils savaient qu'ils allaient faire des économies plutôt que de prendre des dispositions appropriées. De plus, un simple regard sur la performance de la Banque mondiale révèle que l'institution qui proclame publiquement d'aider les pays pauvres à se développer et d'atténuer la pauvreté n'a rien fait d'autre que d'augmenter la marge entre la pauvreté et la richesse, alors que les profits des entreprises s'envolent. En 1960, la différence de revenus entre le 5e des gens des pays les plus riches et le 5e des pays les plus pauvres était de 30 contre 1. En 1998, il était de 74 contre 1. Alors que le PNB mondial augmentait de 40% entre 1970 et 1985, la pauvreté augmentait de 17%. Alors qu'entre 1985 et 2000, le nombre de gens vivant avec moins de $1 par jour augmenta de 18%. Même que le Joint Economic Committee du Congrès américain admet qu'un faible 40% des projets de la Banque mondiale est une réussite. À la fin des années 60, la Banque mondiale est intervenue en Équateur avec de larges prêts. Pendant les 30 années qui suivirent, la pauvreté s'accrut de 50% à 70%. Le sous-emploi ou le chômage s'accrut de 15% à 70%. La dette publique augmenta de 240 millions à 16 milliards de dollars, alors que la part de ressources allouées aux pauvres passa de 20% à 6%. En fait, depuis l'an 2000, 50% du budget national de l'Équateur a été affecté au paiement de ses dettes. Il est important de comprendre que la Banque mondiale est en réalité une banque américaine supportant les intérêts américains, car les États-Unis détiennent un veto sur les décisions, étant donné qu'elles représentent le plus gros fournisseur de capital.
Et d'où vient cet argent? Vous l'avez deviné. Il est créé de toutes pièces par le système bancaire de réserve fractionnaire. Des 100 meilleures économies mondiales basées sur le produit intérieur brut annuel, 51 sont des corporations et 47 d'entre elles sont basées aux États-Unis. Walmart, General Motors et Exxon sont plus puissantes économiquement que l'Arabie Saoudite, la Pologne, la Norvège, l'Afrique du Sud, la Finlande, l'Indonésie et beaucoup d'autres. Et comme les barrières économiques sont abattues, les monnaies sont lancées et manipulées dans des marchés instables, l'économie d'État se retourne en faveur des compétitions dans le capitalisme mondial. L'empire s'agrandit. You get up on your little 21-inch screen and howl about America and democracy. There is no America. There is no democracy. There is only IBM and ITT and AT&T and DuPont, Dow, Union Carbide, and Exxon. Those are the nations of the world today. What do you think the Russians talk about in their councils of state? Karl Marx? They get out their linear programming charts, statistical decision theories, Minimax solutions, and compute the price-cost probabilities of their transactions and investments, just like we do. We no longer live in a world of nations and ideologies, Mr. Beale. The world is a college of corporations, inexorably determined by the immutable bylaws of business. The world is a business, Mr. Beale. Donc, au début des années 2000, les gens disent non, non, l'Afrique c'est rien du tout, ça ne compte pas. Et aux États-Unis, on dit oh non, benign neglect. Vraiment, on se descend. Même ici en Europe, la France d'ailleurs, rappelez-vous, dit non, non, désormais on va se tourner vers l'Europe de l'Est. Si vous vous rappelez, c'est la période de l'ouverture de l'Europe de l'Est. On dit on va se retourner. L'Afrique, non. Sarkozy dit, Sarkozy dira plus tard, quand il était ministre de l'Intérieur, il ne sait pas, c'est quand il est allé au Togo, il dit non, l'Afrique ne compte pas, etc. L'Afrique ne compte pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Le même journal, en décembre 2011, le même journal, voilà sa couverture. Il dit l'Afrique c'est le continent de l'avenir, Africa Rising. Le même journal qui 10 ans plus tard disait non, l'Afrique ne compte pas. Le voilà qui dit maintenant l'Afrique Rising. Et il y a mieux, vas-y. Juste le mois dernier, vous connaissez le 3 décembre, le Time, le journal Time. Peut-être qu'il y a encore un kiosque. Pour vous dire qu'il n'y a pas de solution à la crise économique mondiale sans l'Afrique. Et pourquoi cela? Et je vais clôturer ici sur ça. Pourquoi cela? Pour plusieurs raisons, et je veux en citer 3. La première richesse, c'est la démographie. La première richesse d'une nation, c'est sa démographie. Or, que nous disent les courbes démographiques? En 1950, ouais, la population africaine était le tiers de la population européenne. Au milieu des années 90, on a eu l'égalité. En 2050, la population africaine sera de 2 milliards et elle sera 3 fois la population européenne. Donc, premier élément, la démographie. Et ce n'est pas que la démographie. Quand vous voyez la démographie, pour ceux qui ont fait un peu d'études sur ça, vous savez ce qu'on appelle la pyramide des âges. La population européenne est une population vieillissante. Et ce n'est pas pour rien qu'ici, vous voyez des problèmes de sécurité sociale, le problème des retraites. Parce que pour qu'un système de retraite fonctionne, il faut qu'il y ait plus d'actifs pour supporter les retraités. La courbe, la pyramide démographique en Europe est très désavantageuse pour les Européens. Il y a un vieillissement, et quand vous avez une population vieille, vous avez des problèmes de santé qui vont s'agrandir, vous avez des problèmes de soutenir des problèmes des personnes du 3e et même maintenant du 4e âge. Donc ça pèse lourd sur l'économie. Alors qu'en face, nous avons non seulement une population africaine qui est nombreuse, mais une population africaine qui est
la plus jeune du monde. Je dis bien du monde. Et qui le sera longtemps encore, pendant plusieurs décennies. Quand je vous donne les statistiques des Nations Unies, soyez curieux, allez sur le site internet des Nations Unies, vous allez voir ces statistiques. Je ne sais pas si j'ai la courbe démographique, peut-être que je vais vous montrer la courbe. J'ai fait les calculs et j'ai tracé les courbes. Et cette population africaine, en 2050, va dépasser la population de la Chine. La Chine va dépasser, et de beaucoup, parce que la Chine aussi est vieillissante. Et la Chine est non seulement vieillissante, les conséquences de la politique d'un enfant font que la population chinoise est dans des conditions terribles. C'est pour ça que les Chinois, il y a une épargne en Chine, ce qu'on appelle une épargne en termes économiques, une épargne de précaution. Donc la population chinoise va vieillir, la population de Russie, n'en parlons pas. Non seulement la population de Russie va vieillir, mais la population de Russie va diminuer. Le Japon, encore plus grave. Donc nous avons un effondrement de la population du Japon qui non seulement va vieillir, mais va diminuer. En face, donc, nous avons la population africaine qui aura 2 milliards d'habitants, parmi lesquels la population, encore une fois, la plus jeune du monde. Et l'Afrique va dépasser la Chine, écoutez bien, de près de 500 millions d'habitants en 2050. Je n'ai pas dit 1 million ou 5 millions, ni 50 millions. Il y aura la population africaine. La deuxième population qui va arriver, ce sera la population de l'Inde. Et même là, l'Inde sera très loin par rapport à l'Afrique. L'Afrique va dépasser de l'Inde de près de 400 millions. Donc, premier élément qui, sur le plan potentiel, montre que l'Afrique a tout le potentiel qu'il faut pour être cette puissance économique et cette zone de prospérité, la démographie. C'est-à-dire que si quelqu'un venait de Mars et regardait la situation objectivement sur la Terre, et en disant quels sont les éléments qui permettent de mesurer la puissance, indéniablement, les éléments de puissance pensent en faveur de l'Afrique. Deuxième élément, vous avez la population et ensuite les ressources naturelles. Et là, je ne vais pas m'étendre longtemps parce que tout le monde sait. Pourquoi ceux qui disent que l'Afrique est pauvre? Si l'Afrique est pauvre, pourquoi veulent-ils tous aller en Afrique pour s'aimer les guerres vers là où il y a en Congo, ou même aujourd'hui ce qui est en train de se jouer au Mali? Parce qu'il y a des ressources naturelles. Et j'ai fait une étude sur 14 matériaux stratégiques. En termes de réserve, l'Afrique arrive premier sur tout. Donc, vous savez que par exemple en diamant, l'Afrique possède près de 80% des ressources de diamants connues. En termes de production, l'Afrique sur les 14, j'ai dit dans 14, l'Afrique arrive premier en termes de réserves partout. Et en production sur les 14, l'Afrique arrive premier, sauf sur un où l'Afrique est deuxième. S'il y a un continent qui pouvait avoir une autonomie en termes de ressources, ce serait l'Afrique. Et ne parlons pas des ressources énergétiques. Vous savez que déjà aujourd'hui, l'Afrique fournit autour de 28 à 30% du pétrole qui va aux États-Unis d'Amérique. Parce que l'Amérique a semé suffisamment le désordre qu'il y a vers l'Irak, vers le Golfe Persique. Comme c'est une zone trouble, l'Amérique a tout avantage à se positionner vers l'Afrique. Pourquoi? Vous savez que l'Afrique, de Dakar à New York, c'est plus court que de New York à Los Angeles. Donc, si vous êtes sur la côte atlantique et vous savez que tout le golfe de Guinée en Afrique, c'est comme une éponge de pétrole. Donc, il est plus facile de prendre le pétrole en Angola, au Cameroun, en Guinée, et de le transporter aux États-Unis d'Amérique, que d'aller chercher le pétrole, même en Arabie Saoudite, où c'est une zone qui est devenue très hostile, et il faut passer par l'Iran et tout ça, le détroit d'Ormuz, où vous pouvez avoir des troubles. Donc, la position africaine est une position centrale et incontournable. Donc, premier élément de ressources naturelles, élément de la population démographique, deuxième élément, les ressources naturelles, troisième élément, les espaces. Est-ce que les gens peuvent... Quelle est la superficie des États-Unis d'Amérique? S'il y a des gens qui savent à peu près. Combien? Exactement. 9 millions, à peu près 9 millions 5. Bien.
Et la superficie de la Chine? 9 700 000. Exactement. La Chine et les États-Unis, c'est à peu près la même taille. Et quelle est la superficie de l'Afrique? 30 millions. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous prenez la Chine, vous rassemblez avec les États-Unis, l'Afrique est encore, ça n'atteint pas la moitié. Donc c'est vous dire les ressources, la dimension de ce continent immense. Mais pour réaliser le potentiel de ce continent, puisque j'ai parlé en termes génériques de l'Afrique, il n'y a que l'unité de l'Afrique qui peut le faire. Tant que les Africains resteront fragmentés comme ils le sont, tant qu'ils regarderont les problèmes d'un pays comme ne les concernant pas, et qu'il n'y aura pas une unité structurelle politique de l'Afrique, nous ne pourrons pas avancer. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je voudrais aujourd'hui m'adresser aux fonctionnaires. Et tout d'abord aux fonctionnaires de l'État. Mesdames et messieurs les fonctionnaires de l'État, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Bientôt, vous n'allez plus être payés. Vous allez me demander pourquoi. Sans doute savez-vous que l'État est en très mauvaise situation financière, en faillite, comme le disait l'ancien Premier ministre, M. Fillon, il y a déjà 7 ans. Et les choses ne se sont pas arrangées depuis. Eh bien, je vais vous l'expliquer dans un instant, après avoir associé à votre peine d'autres catégories de fonctionnaires. Je veux parler des fonctionnaires des collectivités territoriales, c'est-à-dire les communes, les départements et les régions. Mesdames et messieurs les fonctionnaires des collectivités territoriales, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Bientôt, vous n'allez plus être payés. Vous allez me demander pourquoi, je vais vous le dire dans un instant. Mais je voudrais associer à votre peine d'autres fonctionnaires, des fonctionnaires hospitaliers. Mesdames et messieurs les fonctionnaires hospitaliers, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Demain, vous n'allez plus être payés. Vous allez me demander pourquoi? Eh bien, je vais vous le dire. Mais auparavant, j'aimerais associer à votre peine les retraités. Mesdames et messieurs les retraités, vous êtes 15 millions en France. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Demain, vous ne toucherez plus de retraite. Vous allez me demander pourquoi? Ben, je vais vous le dire. Mais pourquoi êtes-vous associé aux fonctionnaires nationaux, aux fonctionnaires d'État, aux fonctionnaires territoriaux, aux fonctionnaires hospitaliers? Eh bien, pour une raison très simple. C'est que les uns et les autres vivaient d'argent public. Pas dans les mêmes conditions, certes, puisque les uns sont actifs, les autres sont devenus inactifs, mais l'argent que vous touchez chaque mois est un argent qui provient d'une source unique, les entreprises. Il n'y a pas d'autre argent. Si, il y a quand même de l'argent qui arrive d'une autre source, ce sont les prêteurs internationaux, c'est-à-dire les caisses de retraite par capitalisation d'autres pays, les fonds de placement, toute autre sorte de collectivités financières, de structures financières qui prêtent actuellement à la France, chaque année, 200 milliards d'euros. 200 milliards d'euros qui viennent s'ajouter à une dette qui frôle maintenant les 2000 milliards d'euros, c'est-à-dire pratiquement 100% du PIB. Le chiffre exact est 93,6 aujourd'hui, mais étant donné que ça augmente tous les jours, nous serons, avant qu'il ne soit même capable, qu'on ne soit même capable de le voir, nous serons à 2000 milliards, tout simplement parce que c'est inexorable dans la situation actuelle. Alors, bon, ces 200 milliards ne sont finalement qu'une partie de ce que l'on dépense en France, collectivement. L'essentiel, donc, est fourni par les entreprises. Eh bien, mesdames et messieurs, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous apprendre. Les entreprises qui vous font vivre sont en train de disparaître les unes après les autres pour cause de charges sociales abusives. C'est-à-dire que l'on veut que les entreprises consacrent au budget social de la nation la somme modique de 780 milliards, c'est-à-dire les 2/3 de nos dépenses publiques. C'est une somme absolument faramineuse et qui les étouffe, qui les étrangle, choisissez le terme qui vous convient,
Le résultat est le même. Tous les jours, des centaines d'entreprises disparaissent. Tous les jours, des salariés sont mis au chômage. Il y en a actuellement plus de 15 000 par mois. Toutes ces personnes, ensemble, contribuent à vous faire vivre. Voilà la réalité. Je ne discute même pas de la légitimité des rémunérations qui sont les vôtres ou des pensions que vous touchez. C'est un autre sujet. Il s'agit d'un problème très simple, particulièrement réaliste. Quand on vit d'une source unique de revenus, il faut quand même se soucier de ce qu'est cette source. Est-ce qu'elle va durer? Si elle ne dure pas, qu'est-ce qu'on va devenir? Eh bien, la réponse est hélas très simple. Vous allez tous, mesdames et messieurs, nous allons tous, quelle que soit notre situation, pâtir de la disparition de nos entreprises. Alors, nos entreprises, combien sont-elles? Eh bien, il y en a 3 millions. Sur ces 3 millions, il y en a 243, pas une de plus, qui ont plus de 5000 salariés. Ce sont ce qu'on appelle les grandes entreprises. Une partie d'entre elles sont au CAC 40. Le CAC, vous savez, c'est la cotation assistée en continu, et il y en a 40. Ces entreprises, depuis très longtemps, ont pris leurs dispositions pour établir leur quartier le plus possible à l'étranger, car sur le sol français, elles n'arrivent pratiquement plus à travailler. Elles y conservent un certain nombre de leurs activités, parfois leur siège social, mais ces entreprises sont, je dirais, presque hors jeu, puisqu'elles se développent, elles se concentrent sur les marchés internationaux, au premier chef les marchés européens. Mais les autres, c'est-à-dire 3 millions moins 243, disons 3 millions, arrondissons le chiffre. De quoi vivent-elles? Elles vivent de l'argent qu'elles peuvent produire sur le territoire national. Certaines arrivent à exporter un peu peut-être, mais étant donné qu'elles sont étranglées par les charges sociales, elles déposent leur bilan les unes après les autres, où elles restreignent dans un premier temps l'emploi de leurs salariés, jusqu'au moment où elles n'en ont plus et elles ferment. Ceci se passe dans le plus grand silence. C'est tout de même extravagant, ce véritable meurtre en continu se fait dans le silence général et même dans l'indifférence générale. Les intéressés meurent en silence, leurs voisins, concurrents ou amis, collègues les voient mourir et se demandent « Et pour moi, ce sera à quand le tour ?» Et ils voient que personne ne se soucie d'eux et tout ceci se déroule inexorablement. On en a pour combien de temps? Bon, peu de temps, parce qu'il y a un moment où les choses s'accélèrent de plus en plus. Et donc, nous allons nous trouver très vite, d'une part, exsangues en raison du fait que le flot se tarit, et d'autre part, sans prêteurs internationaux, car le prêteur international, c'est quelqu'un qui s'interroge quand même sur la capacité que va avoir l'État à le rembourser. S'il s'aperçoit que les revenus de l'État, qui sont pour l'essentiel des revenus qu'il tire des impôts payés par les entreprises, si ces revenus sont menacés parce que les entreprises disparaissent, les prêteurs vont dire « mais ces gens, ces Français ne nous rembourseront jamais, on va arrêter de leur prêter ». Donc à partir de ce moment-là, il va de soi que tout va s'effondrer. Portons-nous un instant dans la situation où tout s'est effondré. Comment croyez-vous que nous allons vivre? Et comment allons-nous pouvoir reconstituer un flux d'entreprises? Bien, il y aura toujours des entreprises, en tout cas elles seront toujours nécessaires pour produire des aliments, pour rendre des services. Faut-il encore qu'elles existent? Comment les créera-t-on quand elles auront toutes disparu? Mais ce serait une situation apocalyptique. Les gens se dévoreront entre eux comme sur le radeau de la Méduse. Et tout ceci est en train de se dérouler. Je suis intimement convaincu, mesdames et messieurs, que vous avez déjà entendu parler de cela, mais vous n'y avez pas cru. D'ailleurs, Raymond Aron, notre grand philosophe et sociologue, disait « Je l'ai su, mais je ne l'ai pas cru, donc je ne l'ai pas su. » Et oui, vous l'avez su, vous ne l'avez pas cru, et donc vous ne l'avez pas su. Et pourtant, c'est votre sort qui est en jeu. Il faudrait que vous en rendiez compte maintenant. Alors, que faire? Évidemment, on peut toujours geindre. On peut aussi se mettre la tête dans le sable. C'est d'ailleurs l'attitude adoptée par nos gouvernants. Mais, pour vous, qui n'êtes pas des gouvernants,
et qui probablement n'avaient pas suffisamment d'économies ou de biens à l'étranger pour pouvoir quitter notre territoire en toute tranquillité, pour le faire sans doute un certain nombre de nos gouvernants. Alors pour vous, la seule solution, c'est effectivement de trouver un remède à cette situation. Il ne faut plus que les entreprises disparaissent. Les entreprises sont tuées par le régime social des indépendants. Petite, moyenne, taille intermédiaire, ce régime regroupe 2 700 000 et des poussières de cotisants sur les 3 millions d'entreprises. Les 300 000 autres sont des gens qui sont à l'URSSAF, vraisemblablement parce qu'ils sont salariés de leur propre entreprise. Donc c'est un autre régime, mais le principe est le même. Et ils sont tout aussi assassinés, d'ailleurs, que par le RSI. Mais ce RSI, ce système qui a 2 700 000 cotisants, a 6 millions de personnes à sa charge. C'est-à-dire que chaque cotisant a 2,2 personnes à sa charge. Comment voulez-vous qu'on puisse à la fois vivre, faire vivre sa famille, et faire vivre 2,2 personnes, c'est-à-dire 220 personnes pour 100 cotisants? Comment voulez-vous qu'ils fassent? Donc, ils mettent la clé sous la porte, ils disparaissent, leurs salariés perdent leur emploi. Et voilà, et pendant ce temps, le RSI continue de les assassiner. Alors le RSI n'agit pas de sa propre initiative. Le RSI est un organisme qui, bien entendu, a été créé par les technocrates de l'État et qui est, non pas sous la garantie de l'État, sachez-le, mais sous la surveillance de l'État, qui sait parfaitement que ce régime est de toute façon condamné par les statistiques que je viens d'évoquer, et aussi par le fait que les entreprises disparaissant les unes après les autres, les cotisants qu'elles sont, disparaissent. Par ailleurs, l'État vient, pour sauver un peu quelques plus grandes entreprises, vient de décider de supprimer sur 3 ans la cotisation de solidarité, la cotisation sociale de solidarité des sociétés, la C3S, parce qu'elle est excessive pour les entreprises qui la supportent, ce sont des entreprises qui font plus de 700 000 € de chiffre d'affaires, et ça représente 13% du budget du RSI, il est condamné. Donc, comment voulez-vous que ce système puisse continuer? Et je dirais même, si ce n'était que les entreprises disparaissent, que plus tôt il disparaîtra, mieux ça vaudra. Alors, mieux vaut le faire disparaître d'un trait de plume, en finir avec ce système maudit et redonner une chance aux entreprises. Il se trouve que la loi oblige l'État à dissoudre le RSI, parce que c'est un organisme mutualiste qui est naturellement soumis aux directives européennes et à la concurrence, et on peut le quitter sans aucune difficulté, il suffit de prendre une assurance européenne. Alors, on n'aura pas pour autant sauvé la France, car les entreprises vont certes, celles qui le peuvent, celles qui le croient, parce que là encore, il faut le croire. Si les gens, si l'on leur donne des informations et qu'elles ne les croient pas, eh bien elles font comme si elles ne le savaient pas. Donc, les entreprises qui le croient peuvent se sauver, mais cela ne suffira pas. Cela ne suffira pas car il va rester malgré tout des dépenses excessives. La première mesure à prendre, je l'ai dit depuis des années, mais je le redis encore aujourd'hui avec plus de force, tellement c'est urgent, c'est de réduire de 20% nos dépenses publiques. Tout de suite, je dirais presque d'un trait de plume. Ce n'est pas quelque chose de difficile à faire, il suffit d'une loi, d'une ordonnance, d'un texte qui sera ensuite approuvé par le Parlement, qui n'aura pas le choix, car c'est une question de vie ou de mort, et qui baissera de 20% nos dépenses publiques. Nous reviendrons à ce moment-là dans les clous de l'Allemagne, c'est-à-dire que nous aurons un pourcentage de dépenses publiques par rapport au produit intérieur brut qui reviendra à 46 ou 47%, alors que nous sommes à 57 actuellement. Donc, voilà ce qu'il faut faire, il faut réduire les dépenses publiques. Il va de soi que ce programme ne peut pas être accompli par le régime actuel. Non pas pour une raison de caractère institutionnel, non plus pour une raison de caractère intellectuel, on peut le comprendre. Les hommes qui nous gouvernent ne sont pas stupides, même s'ils sont parfois
même s'ils font parfois montre de peu d'intelligence, mais enfin ils ne sont pas stupides. Ils savent cela. Ils ne le font pas. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils savent que leur pouvoir est très directement lié au montant des prélèvements, c'est-à-dire au montant de la redistribution. Ils savent qu'un régime qui cesse de redistribuer alors qu'il est fondé sur la redistribution perd le pouvoir. C'est très exactement le raisonnement que l'Empire romain tenait au IIIe siècle. C'est vous dire que les problèmes ne sont pas toujours très nouveaux. Mais il se trouve que nous ne sommes pas actuellement sous la forme d'un empire romain. Nous sommes sous la forme d'une Ve République où il y a un président qui est élu, des parlementaires qui sont élus, et qui les uns et les autres, additionnés les uns aux autres, ne prennent aucune décision. Donc le régime est menacé, et il est même probable qu'il va disparaître. Tout simplement parce qu'un régime qui ne résout pas les problèmes d'un pays ne peut que disparaître. Donc mon message est extrêmement simple. Si vous êtes membre de la fonction publique, nationale, territoriale ou hospitalière, si vous êtes retraité, il faut nous aider, car vous allez vous aider vous-même. Vous savez, nous n'avons pas en vue l'intérêt d'une corporation, ni d'un groupe particulier. Nous raisonnons en tant que Français. Et en tant que Français, nous voulons que tous les Français vivent le mieux possible. Il n'est plus possible que certains Français, les chefs d'entreprise, n'arrivent plus à vivre pour faire vivre d'autres personnes qui ne leur veulent certainement pas de mal, mais qui leur font beaucoup de mal parce qu'elles vivent sur leur dos, non pas par volonté, mais par obligation, et que ce dos n'en peut plus. Vous vous souvenez sans doute de l'apostrophe que lançait Ronald Reagan à l'État: descendez de mon dos et ôtez votre main de ma poche. Oui, cette apostrophe, on peut la lancer aujourd'hui encore à l'État et à tous ceux qui en vivent. Ils doivent être nos alliés dans cette bataille, car c'est la leur. Ce n'est pas la bataille de certains libéraux contre certains collectivistes ou contre telle ou telle catégorie de la population. C'est un combat de survie pour la France et pour les Français. La France, oui, nous savons ce que c'est que la France. Bien sûr, c'est notre patrie, c'est notre passé, c'est la gloire des siècles passés, c'est notre avenir, je l'espère. Mais la France, c'est aussi les Français. Et c'est à eux qu'il faut s'adresser. Alors je m'adresse aujourd'hui à eux et je leur dis: aidez-nous et aidez-vous. C'est la seule façon pour que vive la France. À bientôt et bon courage.